Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition donc, de Science on tourne. Un Science on tourne, on va s'éloigner un tout petit peu de la science traditionnelle telle qu'on le fait d'habitude dans ces cafés scientifiques où c'est plutôt de la science pure et dure. On va parler d'architecture et plus particulièrement d'innovation dans le domaine de l'architecture. Innovation qui est pas toujours facile à mettre en place en Suisse, dans le sens où il y a des réglementations qui sont relativement strictes, des réglementations communales, cantonales, fédérales, qui obligent les architectes à chaque fois à travailler avec ces contraintes, parfois très fortes. Et on va se poser la question de est-ce qu'on peut vraiment encore innover aujourd'hui en Suisse, malgré toutes ces réglementations qui sont présentes. Alors pour discuter de ces questions, nous avons le plaisir de recevoir deux spécialistes, deux architectes EPF. Pour commencer, Dieter Dietz, donc vous êtes professeur ici à l'EPFL et responsable du laboratoire de conception de l'espace Alice. En deux mots, qu'est-ce que c'est que ce laboratoire ? Ouais, bonjour tout le monde. Nous sommes un laboratoire dans le projet, donc on enseigne l'architecture, on fait aussi des recherches justement sur l'innovation de l'architecture. D'accord, et puis on aura l'occasion de revenir un petit peu sur ce que vous faites. Entre autres, vous êtes l'inventeur de cette infrastructure Luna, qui est une espèce de demi-sphère qui sert de salle de spectacle, qui a été utilisée à Saint-Pré, à Nyon, une architecture éphémère. Ça pose certaines questions, justement, cette architecture éphémère, on y reviendra. Et Guillaume Henry, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte associé du bureau FHV et vous travaillez sur deux gros projets. Le projet de la caserne des Vernets, dont on parle assez régulièrement dans les médias, et le projet du musée des Beaux-Arts, ici à Lausanne, auquel vous participez en association avec le bureau Bartholdi Vega, un bureau de Barcelone, si j'ai bien compris. Exactement, oui. Voilà. Vous nous expliquerez aussi un peu comment vous vivez avec ces réglementations et ces contraintes qu'on a ici en Suisse. On va débroussailler un petit peu le sujet tous les trois pendant une première partie, et puis après c'est vous tous qui aurez la possibilité de poser toutes les questions qui vous passent par la tête à nos invités dans la dernière partie, à partir de 12h45 à peu près. Alors peut-être, puisque le sujet aujourd'hui c'est l'architecture et l'innovation face à la réglementation, peut-être pour commencer, est-ce que ici, en Suisse, on a une réglementation qui est beaucoup plus stricte que dans d'autres pays. Est-ce qu'un architecte en Suisse est plus, entre guillemets, bridé que dans un autre pays, ou finalement c'est à peu près partout la même chose ? Guillaume Henry. Pour avoir développé notamment un projet en France, je ne peux pas exprimer que j'ai l'impression que la législation est plus contraignante en Suisse. Je pense que peut-être au niveau européen, chaque pays présente une législation qui peut-être s'apparente un peu à ce qui se fait ici. Et peut-être si on voulait chercher des endroits où on a un peu plus de liberté architecturale, il faudrait s'éloigner un petit peu et aller, je ne sais pas, en Chine, en Amérique du Sud. Vous aussi, vous confirmez ça ? Oui, effectivement, je dirais une des questions les plus importantes ici, c'est souvent le patrimoine. Mais si on commence à comparer avec d'autres pays, on va voir que justement, aussi par exemple à Londres, c'est très pareil, c'est presque plus difficile quelquefois. Mais là, il y a certainement des différences entre les différents pays. Mais dans les réglementations pures et dures, je pense, c'est assez similaire dans le monde occidental. Alors, quand on parle de réglementation en architecture, peut-être que tout le monde n'est pas architecte ici dans la salle. Quand on parle de réglementation, on parle de quoi ? On est dans quel domaine ? À quoi vous devez faire attention quand vous développez un projet ? Bon, alors, je dirais que la réglementation, c'est un champ très vaste. C'est hyper large, évidemment. Et qui va régler chaque élément construit. Et donc, derrière chaque élément se cache une norme. Et donc ça couvre l'énergie, l'aspect de l'accessibilité handicapée, de l'urbanisme. Est-ce qu'on va jusqu'au détail de l'esthétique ? Est-ce que dans les règlements de construction communaux, on vous dit, voilà, il faut telle couleur, vous n'avez pas le droit de mettre telle couleur, il faut mettre tel type de toit, etc. Oui, effectivement, il y a des règlements qui sont très très dur par rapport à ça. Par exemple, on doit utiliser tel et tel tuy, par exemple, dans un contexte spécifique.
Mais ça dépend de nouveau de l'endroit. Mais en général, oui, il y a des réglementations qui vont effectivement très loin. Et vous qui êtes architecte, qui êtes créatif, c'est pas frustrant d'avoir des réglementations qui vont... Alors je comprends, hein, l'accès handicapé, voilà, c'est évidemment une nécessité, mais quand on vous dit non, vous n'avez pas le droit de mettre telle couleur ou non, vous n'avez pas le droit de mettre telle tuile, comment vous le vivez? Hein, quelquefois c'est dur, c'est vrai. Quelquefois c'est dur, mais en même temps, quelquefois on peut innover justement pour cette raison. Donc, par exemple, trouver une solution pour le solaire, si on ne peut pas mettre des tuiles, donc on essaie justement avec, par exemple, la question de durabilité, de trouver de nouvelles solutions qui pourraient être acceptées comme quelque chose dans un contexte que normalement ne serait pas le cas. Donc je pense que c'est à la fois contraignant, quelquefois vraiment difficile, c'est vrai, mais en même temps, ça peut générer de nouveaux potentiels qui est aussi très intéressant. Donc c'est ça, c'est pas forcément, Guillaume Henry, un frein à la créativité. Vous avez dû parfois, je ne sais pas si vous avez des exemples, vous avez dû parfois trouver des solutions et vous dites, c'est génial finalement, parce qu'il y avait cette loi, j'ai dû inventer, j'ai dû innover et vous ne l'auriez pas fait sinon? Je dirais, actuellement, nous sommes en train de construire 100 logements le long de l'avenue de Morges à Lausanne. Et effectivement, on a une implantation urbaine qui est très spécifique à ce projet-là et qui vient finalement d'une interprétation un peu pas un détournement, mais une interprétation du règlement de Lausanne qui nous parlait. On va le dire trop fort. Hein. Qui nous paraissait un peu, qui nous paraissait pas juste à cet endroit. Et donc comment vous, enfin je sais pas, on vous attrape pas sur ce coup-là? C'est-à-dire que on a strictement respecté le règlement à la lettre, mais sans proposer la forme urbaine qui était souhaitée a priori. D'accord, parce que finalement ces réglementations, alors vous respectez peut-être pas toujours forcément pile poil, mais ces réglementations, elles sont là pour le bénéfice de qui? Elles sont là pour le bénéfice de la ville, elles sont là pour le bénéfice des futurs habitants d'un bâtiment. À qui ça profite ces réglementations? Si elles existent, c'est qu'elles ont un sens pour quelqu'un. Moi, je pense, pour commencer à répondre à ces questions qui est aussi très complexe, il faut voir justement que l'architecture, c'est pas un bien ou un produit comme un petit objet, c'est vraiment, je pense, un bien commun. Donc il y a beaucoup de personnes, il y a la société effectivement qui est impliquée. Et c'est pour cette raison que je pense à la question de réglementation est quelque chose qui est très complexe parce que ça concerne vraiment toutes les questions à la fois technologiques, bien sûr, handicapés, etc. Ça, c'est des sections qui sont très claires, mais en même temps, c'est vraiment comment nous vivons ensemble. Et justement pour ça, on a commencé à créer des règles. Quelquefois, c'est un peu plus dur, quelquefois, c'est un peu moins dur. Mais en même temps, je pense à la base, l'intention, elle est bonne. Quelquefois, ça commence à se... Vous dites l'intention du règlement. Oui, tout à fait. Les réglementations, l'intention, elle est bonne, mais parce que personne a justement l'intention de... C'est pas pour vous embêter que... Justement. Ouais. Mais en même temps, avec le temps, c'est bien sûr possible que ça devient extrêmement compliqué et qu'il y a beaucoup de petits trucs qui sont réglés que finalement, ça ne fait pas de sens de les régler de telle et telle manière. Et par exemple, justement, sur l'esthétique, je pense là, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment justifiées. Aussi par rapport au patrimoine, je pense là, ils essaient de justement définir comment on pourrait vivre bien avec le patrimoine, mais en même temps, il y a beaucoup de petits pas qui, en effet, ne contribuent pas justement à la qualité de justement ce patrimoine. Et j'imagine que les mentalités évoluent. Vous avez l'impression que les règlements n'évoluent pas suffisamment vite avec les mentalités? Guillaume Henry? Je dirais justement que ce n'est pas la réglementation en soi qui peut être un problème, mais sur le sujet, sur ce sur quoi elle se base. C'est-à-dire que si on imaginait tout d'abord une réflexion architecturale et urbanistique dans un village ou dans un quartier ou dans une ville, et qu'ensuite celle-là aboutisse à une réglementation qui soit même stricte, mais intelligente, je pense que ça permettrait effectivement de développer des projets qui soient intelligents également et permettre également
une harmonie de l'ensemble du lieu, quoi. Alors, oui. Il me paraissait important que la réglementation laisse une marge de créativité. Donc, si par exemple on prend l'énergie, l'intention de justement avoir un bon rapport avec l'énergie, ça c'est tout à fait bien. Mais par contre, comment on y arrive? Là, il y aurait beaucoup de possibilités qu'aujourd'hui ne sont pas possibles parce que justement il y a des réglementations qui vont tellement dans les détails que justement cette créativité n'est plus possible. Donc je pense si le but est bien et la réglementation souple et adaptable afin qu'une pensée créative reste encore possible, c'est très bien. Par contre, quand ça devient vraiment dans les petits détails, chaque petit truc est réglé, je pense que ça devient difficile. Et c'est comment aujourd'hui en Suisse? Vous avez l'impression d'avoir quand même cette souplesse-là pour la question énergétique, par exemple? Je pense que ce n'est pas le pire. En Europe, à quelques endroits, c'est encore plus difficile que chez nous. Mais je pense, j'espère de toute façon que là, il y aura aussi un développement qui, de nouveau, met en jeu cette dimension créative que je pense est fondamentale justement aussi pour vivre ensemble et à répondre à toutes les questions. Alors, au-delà de la réglementation, il y a une spécificité, je pense que c'est une spécificité typiquement suisse, je ne sais pas si ça existe ailleurs, c'est la possibilité pour le peuple de décider, à travers des référendums, de décider d'accorder ou pas, en gros, un permis de construire. Alors évidemment, on pense, en notant à Lausanne, à la Tour Tawa, qui a été récemment rejetée, mais il y a eu d'autres projets du même style qui ont parfois été rejetés, parfois acceptés par le peuple. Donc on a cette réglementation, on peut rentrer plus ou moins dans le cadre, et finalement, ça passe quand même pas. Est-ce que c'est une bonne manière de fonctionner? Est-ce que c'est bien que le peuple ait son mot à dire sur une architecture? Alors, moi, je dirais peut-être que le peuple a effectivement a son mot à dire sur ces gros sujets d'importance majeure. Mais est-ce qu'il a toujours raison? Mais peut-être qu'il a... Bon, ça c'est une autre question. Mais je dirais que peut-être le peuple devrait plutôt se prononcer sur des principes générateurs d'un projet et non pas sur l'architecture elle-même. Et donc peut-être plutôt d'avoir la possibilité de s'exprimer sur le fait de densifier tel ou tel quartier, de construire en hauteur dans certaines zones qui paraissent intelligentes, et peut-être laisser aux professionnels ensuite la décision de l'architecture elle-même. Parce ce qu'il faut dire, c'est que la plupart de ces gros projets publics ou d'importance publique sont issus de concours d'architecture où autant la société civile que des membres professionnels sont représentés et devraient avoir, enfin, ces groupements devraient pouvoir avoir un jugement qui est de qualité sur les projets d'architecture. Donc si je résume, le peuple devrait définir les règlements justement, mais ensuite c'est à des professionnels de définir le reste. En gros, non, Dieter Dietz? Moi, je pense que c'est très difficile à répondre à ces questions. En général, oui, je pense que c'est bien que beaucoup de personnes ont le droit de dire quelque chose. En même temps, je pense que c'est une question où il y a justement un peu d'espace pour l'innovation, parce que comment ça se développe actuellement, c'est toujours des votations sur le négatif. Donc c'est jamais pour, c'est toujours contre. Et je pense, et surtout là, la question c'est plutôt, pour Tawa, c'était un référendum, donc c'est un mécanisme qui s'ajoute à la démocratie après qu'on a déjà voté sur les crédits, etc., que je trouve dans quelques instants est très compliqué et très, très difficile. Par contre, je pense justement ça serait intéressant d'innover ces questions, parce que souvent je pensais même des questions, par exemple, on est en train de finir un projet à Zurich qu'on a gagné il y a 9 ans, et c'est avec 5 ans de retard, c'est des logements sociaux, plus de 100 logements sociaux, qu'on construit avec 5 ans de retard, juste parce qu'il y avait des voisins qui n'ont pas aimé, on ne peut pas y dire autrement. On parle d'esthétisme, là, en l'occurrence. Oui, ils ne trouvaient pas joli, puis oui, justement. Donc, ils ont fait un recours, et jusqu'à 5 ans, ça prenait maintenant. Et c'est effectivement, c'est plus que 100 appartements qui n'étaient pas là pour les personnes qui ont
vraiment besoin de ça. Et je pense que ça, c'est une question très importante parce que, par exemple, je pense que c'est intéressant à Zurich, 27% des appartements sont dans la propriété soit d'associations ou de la ville à non-profit. Donc je pense que c'est vraiment une contribution de la société envers ce besoin. Et maintenant, ils ont justement voté, le peuple a voté d'augmenter ce pourcentage à 33%, de 27 à 33, qui est vraiment très, très élevé. Par rapport à d'autres villes dans le monde, oui, c'est très élevé. Oui. Ouais. Donc c'est une mission sociale dans une ville qui fonctionne très bien aussi économiquement d'ailleurs. Mais maintenant, on a ce mécanisme. À la fin, du coup, quelqu'un peut faire un référendum. Par exemple, chez vous, c'est similaire. Vous avez gagné ce très grand projet à Genève. Donc, espérons pas que justement quelque chose comme ça se passe parce que c'est effectivement très, très nécessaire que ces logements seront là pour les habitants, les citoyens de ces villes. Alors, ça vous inquiète à la caserne des Vernets qu'il y ait effectivement des oppositions et que vous soyez bloqués pendant des années et des années ? Bon, je dirais que c'est plutôt un fait dont on prend acte qu'il y a ces possibilités de blocage. Et effectivement, il y a beaucoup d'étapes dans lesquelles des opposants peuvent intervenir, c'est-à-dire peut-être une mise à l'enquête d'un plan de quartier, ensuite un crédit d'ouvrage, ensuite la mise à l'enquête du bâtiment. Et c'est toutes à chaque fois, on peut faire blocage. Des procédures où le projet, finalement, dans son déroulement, prête le flanc à des attaques, quoi. Et pour le musée des Beaux-Arts, vous avez vécu ça un peu? Oui, mais effectivement, on a eu un premier recours qui est en cours de jugement contre le plan de quartier, mais ça se déroule relativement bien. Là, on parle beaucoup de bâtiments publics, des commandes de l'État, etc. Qu'en est-il pour les maisons privées? Est-ce qu'on vit toutes les mêmes problématiques qu'on a exposées ici quand on veut construire sa maison privée? Dieter Dietz? Oui, alors en Suisse, tous les voisins, par exemple, ont le droit de justement faire opposition. Donc il faut proposer un projet où le voisin finalement est convaincu. Bien sûr, il y a les réglementations qui aussi sont là justement pour avoir, disons, une situation juste. Une harmonie de quartier, Tout à etc. fait. Mais en effet, c'est possible pour chaque voisin de faire opposition et ça peut effectivement créer des situations aussi problématiques pour un privé. Mais est-ce que quelqu'un a le droit de dire je trouve moche, donc je fais opposition? Enfin, il a le droit de le dire, mais est-ce qu'on peut faire opposition parce qu'on trouve moche uniquement? Je dirais pas vous, hein, vous faites toujours du très beau travail, mais le voisin en question, il a de toute façon la possibilité de faire opposition, même mais si il doit justifier. Même si c'est pour des mauvaises raisons, il peut mener une procédure. Et donc même s'il y a des mauvaises raisons, il arrive à retarder, comme dans le cas que Dieter évoquait précédemment, il arrive à retarder un projet de quelques années peut-être. Et ça coûte horriblement cher, j'imagine, des retards de 5 ans. Ah oui, énormément. Et je trouve très très intéressant que justement les opposants, à la fin, ils ne payent pas. Donc dans le cas à Zurich, même s'ils perdent. Même s'ils perdent, ils ne payent pas parce que ça coûtait certainement plus qu'1 million de tous ces déplacements, la planification, les procédures. Mais les opposants, ils ne vont pas payer, c'est finalement les contributeurs qui payent. C'est comme ça. Alors là, on parlait d'innovation architecturale. Est-ce qu'il n'y a pas aussi besoin d'innovation dans les lois? Est-ce que les lois ne doivent pas évoluer, s'adapter un petit peu plus à notre temps? Oui, certainement. Et heureusement, on a eu la votation l'année dernière sur l'arrêt, je ne sais pas en français. Donc, sur la loi d'aménagement du territoire. La LAT. Et c'est très positif, je pense. Donc, oui, effectivement, je pense qu'il faut l'innovation justement aussi sur les questions légales. Oui. Et puis, je dirais, dans le gros quartier de Praille, Acacia Verne, qui sont en train de développer, de réfléchir. Ils sont en train de développer un système de plan de quartier qui soit légèrement évolutif, où on peut changer les rapports de mixité entre le logement et les bureaux en fonction des besoins. Et donc, ça a des besoins qui évoluent avec le temps. Dieter Dietz, vous avez trouvé une solution pour
contourner un peu un certain nombre de lois. Vous avez créé un bâtiment éphémère, cette fameuse demi-sphère dont on parlait tout à l'heure, Luna. Vous avez beaucoup plus de souplesse. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se développer ailleurs, de faire des bâtiments qui vont rester combien de temps d'ailleurs? Bon, alors effectivement, pour des structures éphémères, des infrastructures éphémères, on a beaucoup plus de marge par rapport aux certaines réglementations. Si une structure éphémère de 3 mois est construite... C'est le cas de Luna, hein, 3 mois. Oui, non, c'est beaucoup moins, mais c'est la limite. C'est la limite, ok. Après 3 mois, c'est plus considéré comme structure éphémère. Et là, par exemple, pour les questions de distance au patrimoine, etc., on a beaucoup plus de marge. Et je pense que c'est intéressant justement aussi parce que là, on peut aussi explorer de nouvelles pistes que normalement seraient très difficiles. Vous pensez que ça va se développer? Il n'y en a pas beaucoup de ces structures éphémères. Vous êtes un peu pionnier en la matière. Est-ce que, à part des tentes de temps en temps, mais voilà, avec un vrai concept architectural, c'est plutôt rare? C'est quelque chose qui est amené à occuper nos villes? Ouais, en général, je pense à l'événementiel. L'événementiel, ouais. C'est quelque chose qui vient de plus en plus. Donc, oui, je crois effectivement que ça, c'est quelque chose qu'on va voir plus dans le futur. Alors l'innovation, elle passe par des contraintes, mais elle passe aussi par des innovations technologiques. Depuis ces quelques années, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir vu votre métier se transformer par des progrès technologiques, par des nouveaux matériaux, par ce genre de choses, des nouvelles sources d'énergie? Guillaume Henry? Alors, je vous expliquais tout à l'heure, on construit quelque chose, un bâtiment pas très loin d'ici qui est entièrement vitré sur toute sa façade, un peu de manière semblable au bâtiment dans lequel on se trouve. Et nous avons été un peu surpris en fait que le bâtiment finalement réponde aux normes actuelles en termes énergétiques. Parce que d'habitude, des parois en verre, c'est pas génial au niveau énergétique. Mais effectivement, la qualité de ce genre de matériaux a significativement évolué. Et de ce point de vue-là, nous permet une liberté plus grande sur certains aspects de l'architecture. Et dans la manière de construire, est-ce qu'on va aussi évoluer? Je pense, on a vu pas mal d'images ces derniers temps d'imprimantes 3D à béton, en fait. Donc ça construit une grosse machine comme ça qui vient construire la structure de la maison. Ça, c'est quelque chose, c'est une innovation qui va vous amener à repenser votre architecture? Moi, je pense dans l'innovation de l'architecture même, il y a plusieurs questions qui sont très, très importantes. Et je pense que justement la technologie, c'est seulement une. Par exemple, l'architecture reste toujours un métier, une fois ça entre en construction, assez basique. Il y a des forces majeures comme la gravité qui imposent certains principes qui sont directement liés à la physique. Il y a votre poutre, ça restera toujours une poutre qui devra tenir quelque chose. Je dirais pas aussi simplement que ça, mais justement, je pense que c'est important. Comment on construit, ça reste, si on compare par exemple avec l'industrie de l'automobile, quelque chose de complètement différent. C'est vrai qu'il y a des exemples d'exception et ça va venir de plus en plus, mais je pense que c'est seulement une des petites pistes où justement on peut innover l'architecture. Moi, personnellement, je crois le potentiel de l'innovation le plus poussé, c'est où on peut effectivement commencer à combiner des technologies, aussi low-tech d'ailleurs. Par exemple, il y a des techniques durables, très très durables, qui viennent directement de l'artisanat, donc ça existe aussi. À quoi vous pensez? Vous avez des exemples? Par exemple, les constructions en bois sont extrêmement durables, donc c'est un matériau léger, c'est renouvelable, etc. Donc il y a beaucoup d'aspects qui rendent le bois extrêmement durable. Mais, par exemple, on peut justement imaginer qu'on commence à combiner ce bois avec, par exemple, des pièces imprimées en 3D. Et je pense que ça, c'est là où on peut faire justement l'innovation, de vraiment utiliser chaque technologie au but où ça commence à créer le plus de synergie entre ces différentes technologies, mais finalement aussi le produit ou les résultats spatiaux qu'on produit avec ça. Donc je pense que c'est dans ces processus, et ça veut
implicitement aussi dire que justement ce processus, il n'est pas linéaire. C'est pas, on voit la problématique, il y a un problème, on analyse et après on propose une solution. Les processus il y a des inputs d'un peu partout. Justement, c'est des processus plutôt itératifs avec beaucoup de partenaires. Aujourd'hui, on ne construit pas, c'est pas lui seul qui va faire une petite esquisse et après il y a quelqu'un qui dessine et après on donne ça au site de construction. Non, c'est au chantier. C'est plutôt que tous ces processus sont extrêmement collaboratifs. Donc on est toujours en contact avec beaucoup de gens à l'intérieur. Donc déjà dans le bureau d'architecte, mais après avec tous les ingénieurs, tous les spécialistes, mais jusqu'aux entreprises. C'est vraiment un champ énorme, même pour un petit projet, de personnes qui sont impliquées. Donc, comment gérer justement cette dimension de nouveau communicative, sociale, ça c'est, je pense, là, une des très grandes questions où on peut innover, parce que justement, si on n'est pas capable de convaincre justement celui qui fait le bois avec celle qui imprimante, qui imprime, par exemple, la pièce dont on vient de parler, on n'aurait pas l'innovation et pas le bâtiment. Donc, c'est vraiment là, comment est-ce qu'on peut gérer ces flux de savoir, de communication, de matériaux spatial finalement, afin pour vraiment créer quelque chose de nouveau. Mais donc vous ne croyez pas trop qu'en 2050, on aura juste des machines qui imprimeront des maisons un peu partout? Ça, c'est pas... Non, je pense justement pas. Par exemple, une tendance très importante, c'est les Fab Labs. Les Fab Labs, ça c'est vraiment les personnes avec l'ordinateur. Il y a une machine à côté et après, une fois la machine a terminé, on va prendre la pièce et mettre les vis soi-même pour vraiment créer quelque chose, pour le construire en même temps. Donc le Fab Lab, c'est justement, je pense, le mélange complet entre l'artisanat, la machine, la technologie, l'innovation et finalement aussi, disons, human labor, donc ce que nous mettons comme énergie directement aussi physique dans un produit. Ouais. Il y a aussi des petits robots, c'est juste, qui construisent les murs en briques maintenant? Alors, je dirais qu'il y a différentes expériences qui sont menées dans les différentes universités, notamment à Zurich, mais ça reste, parce que ce qu'il faut aussi dire, c'est que au-delà de la gravité pure, c'est clair que l'industrie de la construction a aussi quelque chose qui, en comparaison de peut-être l'industrie de l'électronique ou je ne sais quoi, reste relativement archaïque. On construit finalement toujours avec de la brique et du ciment. à la main et avec des mains humaines, effectivement, entre le moment où ces laboratoires à Zurich ou ailleurs auront développé des technologies qui fonctionnent et de là les transmettre à l'ensemble de l'industrie de la construction, il va se passer un moment. Ce qui se passe peut-être, c'est que dans certains projets très emblématiques avec des clients très particuliers, où on peut imaginer que ce genre de technologie soit appliquée. Une petite dernière question pour terminer. Est-ce que vous arrivez à nous donner quelques lignes de l'architecture du futur dans 20 ans ou dans 30 ans? Si on fait de la prospective, comment vous voyez les bâtiments? Est-ce qu'ils seront finalement à peu près comme maintenant parce qu'on a presque tout optimisé, ou est-ce qu'il va y avoir des révolutions, vous pensez? Difficile, hein? Oui, ça c'est toujours une question difficile, mais peut-être pour commencer, si on fait tout d'abord une rétrospective, et si on va dans les années 60, si on regarde les films par exemple de ce qu'il prévoyait aujourd'hui, ce qu'il prévoyait pour 2001 par exemple, je peux dire que certainement ces gens-là seraient très choqués. On s'est un peu planté. En même temps, je pense la plus grande différence qu'on verra, c'est qu'on va pas, j'espère de toute façon qu'on va pas considérer le bâtiment comme quelque chose qui est complètement séparé de l'environnement, mais plutôt devient environnement lui-même. Donc le bâtiment comme environnement, ça peut impliquer beaucoup de choses. C'est pas pour dire que chaque toit doit être vert ou comme le petit poster que vous avez mis, que ça c'est le futur de l'architecture, pas du tout, mais je pense... Mais une place importante de l'environnement. Oui, je pense tout à fait. Hein. Donc de vraiment concevoir ces structures comme à la fois perméables pour nous comme êtres vivants, mais aussi pour la nature comme être vivant. Donc dans ce sens aussi, et je dirais même urbain, que justement l'urbain commence à créer justement un environnement qui se met en rapport aussi avec le paysage, comme
on le perçoit, disons, comme layman. Guillaume Henry, comment vous le voyez dans 2050, l'architecture? Effectivement, c'est une question très difficile à répondre, mais je pense que les choses vont évoluer petit à petit. Mais je pense que de 2050, c'est demain. Hein. C'est demain. Ouais, d'accord. Bon, ben, merci beaucoup pour toutes vos explications. Je ne sais pas s'il y a des questions parmi vous pour nos invités. On a un petit moment encore pour discuter de tout ça. Il y a un micro normalement voilà, qui se balade. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Non? Oui, monsieur? Voilà, j'espère que je ne suis pas le plus âgé des gens qui sont ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la confrontation entre l'architecture vue comme un objet, un bâtiment, et son intégration dans un système beaucoup plus large. Donc, quand on parle d'architecture, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle d'aménagement du territoire? Est-ce qu'on parle d'urbanisme? Ou est-ce qu'on parle d'objets? Et j'aimerais bien vous entendre à ce sujet-là, également en relation avec les règlements, parce que les règlements ont pour but d'éviter la loi du plus fort, quelque part, d'éviter que quelqu'un, parce qu'il en a la possibilité financière ou la puissance politique, puisse faire à peu près n'importe quoi. Donc, comment... Oui, mais ça passe d'abord par l'aménagement du territoire et par l'urbanisme. Comment insérer votre réflexion dans ce cadre un peu plus large? Je pense que autant l'aménagement du territoire que l'urbanisme, que la réalisation d'ouvrages lui-même, c'est tous des champs qui font partie finalement de l'architecture en tant que telle. Donc c'est des choses qui sont indissociables dans une réflexion cohérente pour amener un environnement construit qui soit satisfaisant. Mais en tant que professionnel architecte, c'est clair que les leviers qu'on a donc, sont plus efficaces sur disons que les outils qu'on a nous permettent d'intervenir de manière claire sur les bâtiments, de manière peut-être un peu plus compliquée sur l'urbanisme, mais encore plus difficilement sur le territoire, parce que plus on change d'échelle, plus on aura d'intervenants. Pour un bâtiment, une petite villa, c'est peut-être 80 personnes qui vont être impliquées, c'est-à-dire les ingénieurs, les maçons, que sais-je. À l'échelle de l'urbain, ça va être les politiques, la population, etc. Et effectivement, le rôle de l'architecte est peut-être a tendance à devenir décroissant. Mais c'est quand même un souci permanent, cette intégration du bâtiment. Quand vous réfléchissez à un projet, vous ne pensez pas bâtiment, vous pensez bâtiment dans un quartier. Oui, je pense que c'est une notion qui est tout à fait fondamentale. Et dans la tradition qu'on a en Suisse, qui est aussi un soutien à l'innovation, dans la tradition de concours, c'est généralement l'élément clé qui est pris en compte pour le jugement du projet. Et le projet du musée cantonal des Beaux-Arts, donc, dans lequel on est impliqué, finalement, ce qui a séduit particulièrement le jury, c'était pas tellement le bâtiment en tant que tel, mais plutôt la qualité des espaces publics qui génère. Donc c'est une réflexion qui effectivement est complètement indissociable. Dieter Dietz, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, alors moi je pense que la question elle est très très importante parce que justement je pense qu'il y a un problème si justement on conçoit de l'architecture comme objet. Parce que l'objet, en tant que, déjà comme définition, c'est quelque chose qui se sépare de l'autre. Et je pense, comme j'ai dit à la fin, que la question, justement, comment on conçoit notre espace vécu est la question centrale. Donc, justement, pour l'architecture, pour moi, par exemple, ça implique que, justement, l'architecture serait plutôt une architecture environnementale. Donc, déjà, si l'architecture devient environnement, ça exclut, je dirais, l'objet d'une certaine façon. Et à la fin, je crois vraiment c'est aussi une question, comme l'environnement, c'est une question, et là je pense qu'il y a beaucoup de marches d'innovation, c'est à qui appartient l'environnement, à qui appartient le sol, à qui appartient notre pays.
Donc finalement, c'est nous tous, c'est pas seulement un ou deux ou trois. Je pense que c'est là, il y a vraiment beaucoup de questions à se poser et à repenser. Il y a aussi des démarches déjà politiques par rapport à ça qui concernent par exemple les impôts. Une fois qu'on crée un plan de quartier qui finalement augmente la valeur d'un terrain, mais finalement c'est la société qui crée ce plus-valeur. Par contre, normalement, ce n'est pas la société qui profite économiquement. Par exemple, donc c'est un exemple très simple, mais je pense pertinent pour justement réfléchir sur ces questions. Pour moi, ce n'est pas seulement une question esthétique qui existe aussi, c'est clair, mais de nouveau, je dirais une question environnementale et sociale, et économique aussi. D'autres questions? Oui, alors j'ai une question concernant la conservation du patrimoine construit. Donc en Suisse, il me semble qu'on a une politique vraiment de préservation à tout prix de bâtiments qui ont été construits. Et puis est-ce que ça ne nuit pas aussi à l'innovation urbanistique et architecturale aussi, de essayer de garder des bâtiments, de vraiment pas du tout les changer, de garder les mêmes méthodes de construction, etc. sur des très longues durées? Oui. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour... comment devrait évoluer en fait le système pour éviter ça? Pour moi, c'est vraiment de nouveau une question de créativité. Je pense qu'il y a des monuments, il y a effectivement des ensembles d'architecture qui vaut vraiment beaucoup, mais je ne pense pas qu'on leur rend service en les figeant dans un état. C'est très aнаturel. Ils sont aussi, par exemple, si on prend la vieille ville, elle n'était jamais figée, justement pas. Donc je dirais, même sur la perspective du patrimoine, si on ne la prend pas comme quelque chose évolutif, quelque chose de vraiment mortel, je dirais, pour le patrimoine. Aussi le nouveau musée sur lequel vous travaillez à côté de la gare, c'est aussi un bâtiment qui est protégé, il me semble. Et il faut insérer dans ce bâtiment une nouvelle fonction. Et est-ce que là, on n'est pas extrêmement limité? Et puis qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de cette contrainte? Oui, alors effectivement, il y a des structures qui sont vieilles, qui permettent parfois, de manière technique, de ne pas absorber un programme qui ne serait pas celui pour lequel le bâtiment a été conçu au départ. Et pour répondre de manière un peu concrète à la question, donc dans le cas du musée des Beaux-Arts, la plus grande partie de la structure sera détruite et on garde quelques éléments très emblématiques qui viennent témoigner de l'esprit du temps de ce quartier industriel. Mais vous respectez quand même l'âme du bâtiment, ou finalement, quand vous dites vous gardez juste quelques éléments, on ne préserve pas le patrimoine là? Non, c'est-à-dire que ce qu'on garde, c'est notamment cette fenêtre très emblématique du bâtiment, et ça devient comme ça le nœud principal en termes de circulation par rapport à l'ensemble du musée, c'est-à-dire que ça deviendra le hall d'entrée, l'endroit où les gens se croisent. Et de ce point de vue-là, ça reste un élément totalement central. On est dans le symbole. On est plutôt dans le symbole, dans le témoignage de ce qui était avant. Très bien, je ne sais pas s'il y a encore une question. Non, alors si ce n'est pas le cas, je vous remercie pour votre attention. Voilà, c'était le dernier Science on Tourne de la saison. Je vous souhaite à tous d'excellentes vacances et puis on se retrouvera à partir du mois de septembre pour une nouvelle édition. Voilà, merci beaucoup.